Bonjour Mme Lusa, très heureux de vous rencontrer aujourd'hui en première rencontre. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir donné votre mandat de planification financière personnelle à notre firme Harmonie. Nos compétences multidisciplinaires avec une approche personnalisée nous permettent d'harmoniser vos finances de façon optimale de vos objectifs de vie. Sans plus tarder, je vais présenter l'équipe qui a travaillé pour mettre en plan cette planification financière. Anne-Sophie, Alexandra et moi-même. Comment on a structuré la rencontre en 6 grands volets? Premièrement, vos finances, suivi de la fiscalité, des placements. Après, on va rentrer dans un plus tard, la retraite, la succession et l'assurance. Pour commencer, on a porté un portrait global de votre situation. On a sorti 3 grands objectifs. Premièrement, réduire le fardeau fiscal. Donc, on veut bien sûr payer moins d'impôts pour en profiter plus au jour le jour et pour vos plusieurs grands objectifs. Deuxièmement, prendre votre retraite dans 12 ans, soit à 60 ans. Et finalement, l'achat de votre chalet et de votre deuxième clinique. Débutons avec la gestion de vos finances. Alors, si on observe vos bilans, on peut en conclure que vous avez des actifs totaux de 2 274 000 $ ainsi que des passifs de 198 000 $. Le tout donne une valeur nette de 2 076 000 $. Ici, cette valeur-là, c'est la valeur qu'on va vouloir augmenter avec une planification. Une première recommandation, en fait, selon l'UQPF, serait d'avoir en stock bancaire, donc soit en encaisse, soit en marge de crédit ou en lustre dans la carte de crédit, un stock correspondant à 3 mois de coût de vie. Dans votre situation, vous l'avez, donc c'est une très bonne nouvelle. Continuons avec la distribution de vos flux monétaires. Vous générez présentement un revenu de 75 000 $, vous épargnez un 12 000 $, vous payez 16 000 $ d'impôts, et puis vous avez des frais liés à vos dettes de 3 400 $. Le reste, c'est ce que vous dépensez. Donc, le 43 000 $ restant, c'est votre coût de vie. Nous, notre objectif, en fait, c'est de redistribuer ces flux-là pour avoir plus dans vos poches et laisser moins à l'impôt. Comment on va y procéder? Tout d'abord, on ne veut pas toucher à votre coût de vie. On peut vous laisser le même montant dans vos poches pour dépenser. On ne touche pas non plus à vos intérêts, puisque vos intérêts sont déjà optimaux. Une des choses comme je viens de vous dire, en fait, qu'on peut avoir un impact réel dessus, c'est diminuer l'impôt. Donc, comment on va faire ça? Vous avez parlé que vous vous questionnez quant à votre choix de rémunération, soit en ce moment vous êtes rémunéré avec du salaire et du dividende. Donc, vous payez un impôt total de 16 300 $ avec votre salaire de 75 000 $. Ce qu'on vous propose ici, c'est de vous verser seulement des dividendes, puisque vous êtes capable de gérer vos placements et de faire vos épargnes de manière, de gérer vos épargnes pour vous-même. Donc, ça peut être très avantageux pour vous. Donc, vous aurez à payer un impôt de 2 600 $ au lieu de 16 000 $, ce qui vous fait une économie annuelle de 13 700 $. Alors, si je continue avec cette économie-là, on tombe à 2 600 $ d'impôts à payer par rapport à avant qui était de 16 000 $. Vous épargnez ici 13 000 $ d'impôts avec cette première solution. Comment on va procéder avec ces 13 000 $ $-là? On va l'épargner. Je vous explique. Votre situation actuelle, vous épargnez 1 000 $ par mois dans les comptes enregistrés. Pour ce qui est de l'épargne qui serait proposée, donc plus optimale, on prendrait 12 000 $ que vous épargnez présentement au personnel, mais on l'épargnerait dans l'entreprise. On va y revenir un petit peu plus tard pourquoi on l'épargnerait dans l'entreprise. De plus, le 13 700 $ qu'on vient d'épargner en éco, c'est aussi un montant qu'on va pouvoir placer dans l'entreprise. Alors, si je récapitule, dans l'entreprise, on va pouvoir épargner maintenant 25 000 $, 700. Donc, on l'ajoute à notre graphique de liquidité, et donc, ce que ça veut dire ici, c'est que sans toucher à votre coût de vie ni à vos intérêts, on est capable de redistribuer vos flux monétaires pour avoir plus dans vos poches et moins à l'impôt. Donc, si on met en place ces stratégies, vous arrivez à une valeur ajoutée au début de la retraite, en fait, de 1,8 million. Donc, c'est énorme. Pour s'y faire, je vous récapitule un petit peu. On va rémunérer en dividende, comme ma collègue vient de dire, qui fait sauver un 13 000 $, et on va faire les placements directement dans l'entreprise pour un total de 25 000 $. Donc, par la suite, du côté fiscalité, on a plusieurs aspects qu'on voulait regarder aujourd'hui avec vous. Donc, tout d'abord, l'acquisition de votre deuxième clinique. Par la suite, au moment de vendre justement vos 2 cliniques à votre retraite. Par la suite, on va regarder aussi un programme pour que vous puissiez aider financièrement votre fille pour ses études, donc le R3E, puis également l'acquisition de votre chalet. Donc, tout d'abord, au niveau de l'acquisition de votre deuxième clinique, vous avez discuté que vous voulez utiliser l'argent qui est disponible en gestion pour l'acquisition de cette entreprise. Donc, vous allez pouvoir le faire. Donc, c'est la structure numéro 1 qui est ici proposée, qui est plus simple. On pourrait aussi
c'est possible de faire des transferts de placement sans impact fiscaux d'une entreprise à l'autre. Donc, vous pourriez également transférer l'argent de gestion, si vous désirez, dans PayPlus Inc. pour mettre la deuxième clinique directement sur cette compagnie. Pourquoi on ferait ça? Bien sûr, c'est un peu plus complexe au moment de l'acquisition. Par contre, ça peut être plus facile de vendre l'entreprise puisqu'ils seront déjà liés ensemble directement, étant une sur l'autre. Et au moment de cette acquisition-là, ça va être important par contre de considérer au niveau des revenus le partage du plafond des affaires. Et c'est ce qui vous donne droit à la BAPE, qui est une déduction pour les petites entreprises. Donc un revenu inférieur à 500 000 sera imposé à un taux moindre. Donc le partage se fera entre vos deux cliniques. Donc il faudra bien sûr considérer cet aspect au moment de comptabiliser vos états financiers. Donc par la suite, au moment de votre retraite, vous allez vendre ces entreprises-là. Vous nous avez parlé, donc il y aurait une valeur à ce moment-là d'ensemble 2,35 millions. Comment on va procéder pour que vous économisez le maximum d'impôts? On va utiliser votre déduction pour gain en capital. Il faudra bien sûr valider que vos actions sont admissibles, donc il y aura 3 critères à respecter. Et puis si ce n'est pas le cas, il y a des dispositions fiscales qui permettront de faire une vérification, donc de respecter ces critères-là. Donc vous allez pouvoir utiliser le montant. Donc on voit que sur le prix de vente, bon, on applique il y a un capital moins de TGC, ce qui nous fait un impôt à payer de 370 000 $. Une autre stratégie qu'on pourra appliquer pour réduire cet impôt à payer, c'est la stratégie qu'on appelle la stratégie REER. Donc, vous avez les droits de cotisation de 89 500 $ en ce moment qui sont inutilisés. Donc, on pourrait préciser dans vos REER et vous auriez une économie d'impôt que vous pourriez utiliser à ce moment-là, qui fait, en utilisant votre DGC et la stratégie REER, une économie totale de 261 000 $ d'impôt. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'encaissement net, qui sera donc de 2,24 millions de $? Il y a le montant de 89 500 qui est déjà appliqué sur le 2,24 millions. Par la suite, on pourra maximiser vos CELI. Vous aurez à ce moment-là des droits de cotisation de 141 500 $. Puis le reste, on pourra le placer dans le compte enregistré. Par la suite, pour aider votre petite fille, en fait, il y a un 3E qui est très avantageux. Pourquoi c'est avantageux? Parce que ça vous permet d'aller chercher 30 % de subvention du gouvernement. Vous pouvez cotiser jusqu'à la 17e année de votre fille, donc elle a présentement 15 ans, ce qui vous laisse encore 3 ans pour le cotiser. Vous avez le droit de rattraper les droits de cotisation du passé, donc c'est 2 500 annuels, par contre vous pouvez payer 2 années à la fois. Donc dans ces 3 années-là, on va aller cotiser 5 000 $ à chacune des années. Puis vous allez avoir les subventions de 4 500 $ au total. Donc au moment des études de votre fille, en fait, à sa 10e année, vous aurez un montant accumulé de 29 000 $ pour votre vie. Le capital investi, je vais respirer un peu. Le capital investi, ça vous appartient toujours. Bien sûr, vous pourrez le récupérer sans impact fiscaux. Pour ce qui est des subventions du gouvernement et de tous les intérêts qui seront accumulés dans le régime, ça va appartenir à votre fille et ça sera imposé dans ses mains à elle. Donc, par la suite, l'acquisition du chalet, le dernier élément que je regarde avec vous pour l'instant, c'est que vous voulez acheter un chalet d'une valeur de 420 000 $. Donc, on suppose une mise de fonds de 20 %, donc 84 000 $. Comment vous pouvez aller chercher cet argent-là, sans impact fiscaux? Vous avez fait une avance à votre société. Pardon. Vous avez fait une avance à votre société de 100 000 $, donc vous pourriez retirer une partie de cet argent-là sans impact fiscaux. Également, vous pourriez vous verser des dividendes. Vous avez probablement un compte de dividendes en capital, donc c'est des dividendes que vous pouvez sortir sans impact fiscaux. Évidemment, on voit que vous aviez un solde de IMRTD, donc ça peut être avantageux de vous verser des dividendes pour pouvoir justement faire le financement de votre chalet. Puis ça sera également positif pour votre société, donc indirectement positif pour vous. Par la suite, pour combler le reste, ça va être une hypothèque à taux fixe de 3 % comme vous avez présentement sur votre maison. Qu'est-ce qui est des placements? On parlait de deux grands facteurs, fait que la composition de celle-ci et la distribution. Fait que pour qu'est-ce qui est de profil, votre profil d'investisseur, vous êtes modéré dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que l'IQPF, dans le fond, vous recommande d'être 50 % en croissant, 45 % en fixe et le reste en liquidité. Par contre, en ce moment, il y a une dissonance entre votre profil et votre situation actuelle. Pourquoi? Parce que vous êtes surpondéré en croissant et sous-pondéré en fixe. Donc, vous avez des trop gros risques pour votre situation. On va le redistribuer pour être plus allégé selon ce que l'IQPF vous recommande. Par la suite, pour qu'est-ce qui est de votre distribution? Encore une fois, l'IQPF vous recommande 80 % en canadien et 20 % à l'étranger. Pourquoi? Pour avoir des moins grosses fluctuations du marché. Par contre, en ce moment, on voit encore un autre, c'est
pas bien séparé. Pourquoi? Parce que vous êtes 50-50 quasiment en étranger et en canadien. On va vouloir le ramener juste au moins vivre ces fluctuations du marché étranger. Continuons avec la planification de votre retraite. Donc, tout d'abord, on va récapituler les objectifs de votre retraite. Vous voulez arrêter de travailler à l'âge de 60 ans, donc dans 12 ans. Vous voulez également garder le même coût de vie. Présentement, votre coût de vie est à 43 300 $ annuels. Ici, notons en fait que 43 000 $ suit l'inflation. Donc, va prendre en fait plus de valeur avec les années. Donc, si on prend l'exemple à 70 ans, le même coût de vie de 43 000 va valoir 66 900 $. De plus, pour les mêmes calculs, on a utilisé une espérance de vie de 95 ans. Au Québec, en fait, on a la chance d'avoir accès à certaines prestations gouvernementales lors de la retraite. Parmi celles-ci, on compte les RRQ et les PSV, qui sont en fait les régimes des fonds du Québec et la pension de sécurité vieillesse. Si aucune décision n'est prise, ces deux montants vont être versés à l'âge de 65 ans. Une décision, en fait, qui peut être très importante, qui va être de la devancer. En la devançant, vous pouvez avoir accès à la RRQ à 60 ans. Par contre, la PSV reste vraiment à l'âge de 65 ans. Dans ce cas-ci, il y a une pénalité de RRQ, en fait, de 8,4 % par année. Vous pouvez également faire la même chose. Donc, vous pouvez le reporter à l'âge de 70 ans. Dans ce cas-ci, ça vient en mémoire d'idée, la RRQ, il y a une majoration, cette fois-ci, de 8,4 % par année. Et la pension de sécurité vieillesse de 7 % par année. Donc, c'est très important à considérer. Chaque personne va avoir un cas différent, puis c'est vraiment important de les évaluer. Dans votre situation, c'est ce qu'on a fait. Et ça devient beaucoup plus avantageux dans votre situation de décaisser ces montants en fait à l'âge de 70 ans. Par la suite, maintenant qu'on sait que vous allez recevoir certaines prestations gouvernementales, on va aller piger le restant en fait des besoins financiers dans votre épargne personnelle. Donc, je vous montre un petit tableau ici qui résume votre épargne actuelle, donc avant de nous rencontrer par rapport à la situation avec nos stratégies. Donc, avec nos stratégies, on a complètement arrêté de cotiser dans le REER, donc le montant qui avait initialement continue à croître. Pour le non enregistré, on a additionné en fait le montant que ma collègue vient de dire qui est la vente de l'entreprise. Et pour le CELI, normalement, il n'y avait pas de CELI, mais on est venu maximiser avec la vente de l'entreprise pour totaliser des placements de 2 120 000 $ au début de la retraite, en plus de la vente de la maison et du chalet, totalisant 2,5 millions. C'est une très bonne valeur. Donc, avec des stratégies, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, on vous amène à une plus-value de 1,8 million de dollars pour débuter la retraite. Donc, c'est un montant qui est très avantageux. Si on regarde plutôt maintenant le décaissement, donc comment on va décaisser tous ces montants-là, donc autant pour les prestations gouvernementales que pour votre épargne. D'abord, comme je viens de vous dire, les prestations gouvernementales de 20 800 $, vont être versées à l'âge de 70 ans. Donc, ça, c'est un exemple que j'ai pris en fait à l'âge de 70 ans. Donc, vous allez recevoir 20 000 de prestations gouvernementales et le restant pour aller combler le coût de vie de 66 000, puisque, comme j'ai dit plus tôt, le coût de vie suit l'inflation. On va venir décaisser du non enregistré, puisque le REER, on va le vider au début de la retraite. Par la suite, on va aller avec le non enregistré. Le but, c'est pas de laisser une bulle d'impôt à la succession, donc c'est pour ça qu'on décaisse de cette façon-ci. Donc, le non enregistré de 46 000 $ va être décaissé pour totaliser le 66 000 annuel. Par la suite, le solde qui va être disponible à la succession, donc à la fin de la retraite, est aussi très avantageux. Il va rester un montant de non enregistré de 3,8 millions. Ça s'explique en fait parce qu'on n'a pas eu besoin de tout le décaisser, puisque vous avez un petit coût de vie. Donc ce montant continue à fluctuer tout au long de la retraite, donc c'est pour ça qu'il est si élevé. C'est la même chose pour le CELI, on n'a pas eu besoin de toucher. Donc le CELI à la succession va être de 500 000 $. Et puis vous avez également le chalet, puisque vous allez avoir vendu la maison, qui va valoir en fait dans 57 ans, puisque vous l'achetez aujourd'hui. Dans 57 ans, avec l'inflation, on a estimé la vente du chalet à 1,4 million, totalisant 5,8 millions à votre décès. C'est un très gros montant. Ça, en fait, ça veut dire que vous pouvez soit prendre votre retraite plus tôt, qui est une bonne nouvelle, dépenser plus pendant la retraite, ou léguer plus à votre fille, qui était un de vos objectifs principaux également. Donc, pour ce qui a trait à la succession, donc pour votre fille et les aspects légaux, donc on va voir ici, ma collègue vient de vous discuter justement des soldes. On va donc, après impôt, ça vous fait un 4,8 millions pour votre fille, et puis on soustrait les dépenses successives au décès. Donc, ça lui fait un très beau montant qu'elle va pouvoir hériter. Vous allez pouvoir, vous pourriez également distribuer ce montant-là avant, donc de votre vivant. Par exemple, votre fille veut se lancer en entrepreneuriat, avoir sa propre compagnie. Vous
Vous pourriez faire des investissements dans son entreprise pour l'aider justement à démarrer. Vous pourriez également faire des voyages avec elle ou bien d'autres choses selon votre convenance. Au niveau des aspects légaux, pour votre testament, vous l'avez déjà réglé au moment de votre divorce il y a 10 ans, donc c'est très bien comme ça. Puis également, on pourrait regarder si vous désirez faire un mandat de protection, donc nommer une personne qui sera responsable de vous et de vos biens en cas d'inaptitude. Donc ça peut être un élément à regarder. Maintenant, pour ce qui est du dernier secteur, on va parler d'assurance vie, invalidité et maladie grave. Et pour ce qui est de votre assurance vie, vous avez une temporaire qui reste 10 ans de 400 000. Pour ce qui est de vos besoins, vous avez vos frais funéraires qu'on a estimés à 20 000 votre hypothèque sur votre maison à 198 000 excusez-moi, dollars. Et pour votre fille, on a calculé 20 000 par année jusqu'à temps qu'elle soit majeure, sur 60 000. Par contre, ces chiffres de 60 000 peuvent différer dépendant de combien vous voulez donner de plus par année ou un montant supplémentaire. On a aussi rajouté, parce que ça arrive quand même l'année prochaine, l'hypothèque du chalet. Pour la première année, ça va être de 376 000. Tout ça nous donne un grand total de 654 000. Donc, on voit qu'il va falloir augmenter la police d'assurance pour pouvoir combler au moins ses besoins minimales. Aussi, il va falloir penser à prolonger la durée parce qu'elle échoue dans 10 ans et notre hypothèque du chalet va durer beaucoup plus longtemps. Donc, regardez dans une prochaine rencontre qu'est-ce qui est plus avantageux entre une temporaire et une permanente. Qu'est-ce qui est de votre assurance invalidité? En ce moment, vous avez une de 25 000 par année. Par contre, l'IPF recommande 70 % de votre salaire, vos revenus, excusez-moi, que ça coûte, soit 52 000 $. Donc, on a un manque de ce côté. Il faudrait aller chercher en augmentant votre police d'assurance invalidité. Finalement, pour ce qui est de votre maladie grave, vous n'en avez aucune en ce moment. L'IPF recommande 2 ans de coût de vie en maladie grave parce que c'est le temps moyen, dans le fond, de revenir de cette maladie qu'on vous devra engager. Fait que soit 94 000, soit adhérer à une police de maladie grave prochainement. Aujourd'hui, ça a été une rencontre chargée. On va regarder un peu qu'est-ce qu'on a réussi à couvrir. Avec nos trois grands objectifs du début. Premièrement, réduire le fardeau fiscal. Je pense qu'on a extrêmement réussi en changeant notre proportion salaire-dividende à faire d'énormes gains annuels qui vont pouvoir être réutilisés dans nos objectifs, pour notre retraite ou pour prendre plus tôt. Deuxièmement, vous voulez prendre votre retraite à 60 ans, on a encore une meilleure nouvelle, vous pouvez la prendre avant ou en profiter plus pendant. On a vraiment très bien réagi. Et troisièmement, pour ce qui est achat du chalet et la clinique, nos stratégies nous permettent d'y arriver amplement. Pour ce qui est les prochaines priorités en sortant de la rencontre, il y en a 3 grandes qu'on va s'utiliser tous ensemble. Premièrement, c'est d'utiliser une rencontre pour vos assurances, pour vraiment y remédier, pour être sûr que vous êtes bien protégés pour toutes les prochaines années. Deuxièmement, il vous reste 3 ans pour cotiser au R3E de votre fille pour pouvoir l'aider. Donc, on va tout de suite pouvoir y aller. Et finalement, rebalancer vos placements pour être sûr que c'est votre profil d'investisseur. La force de planification financière, c'est 2 choses. Premièrement, c'est l'expertise de l'équipe, mais le suivi avec celle-ci. On s'engage à faire un suivi systématique avec vous tout au long de votre vie pour s'assurer que vos finances et vos objectifs restent en harmonie. Nous sommes maintenant ouverts à une période de questions. On va commencer la période de questions. Je voudrais savoir, est-ce que c'est possible de passer tantôt, vous avez expliqué un peu la déduction pour le gain de cap? Oui. En fait, la déduction pour gain de capital, c'est un montant de 876 912 $ à 100% que vous pouvez déduire de votre gain en capital. Donc, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser si vos actions se qualifient. Il y a 3 critères. Soit au niveau, durant la période de détention, elle doit être de minimum 24 mois par vous ou une personne liée. Et puis, 50% de vos actifs dans votre entreprise doivent être utilisés activement. Donc, par exemple, les placements, c'est passif, donc il faudrait vérifier, balancer par rapport à ça. Puis, un troisième critère, c'est au moment de la vente, soit que les actifs doivent être utilisés à 90% à ce moment-là. Donc, c'est pour ça, à la disposition des actions, il y a la possibilité de faire une vérification pour sortir justement les placements qui sont de trop, qui débalancent en fait ceux qui permettraient donc d'utiliser la déduction. Est-ce qu'actuellement, vous avez regardé si l'entreprise se qualifierait? En ce moment, elle ne se qualifierait pas. Vous avez fait le point de l'assurance vie, mon besoin d'assurance vie personnelle, mais est-ce que j'ai besoin de prendre une assurance vie dans ma compagnie? Très bonne question. Dans le fond, en ce moment, nous, on a calculé les 3 plus gros facteurs, fait que les frais funéraires, votre hypothèque et toutes vos dettes, et troisièmement, vos soins pour votre fille. Votre compagnie, dans le fond, vu qu'il n'y a pas d'autres personnes qui relaient avec vous, on n'a pas regardé ce côté-là, vu que toutes vos assurances vie vont pouvoir combler vos besoins primaires pour vos dettes personnelles et compagnies.
Puis vous me parlez, là, vous me proposez de me verser un dividende, 100% en dividende. Puis vous me parlez aussi d'une rente de retraite RRQ, à moins que je me sois trompé, mais est-ce que si je me verse un dividende, j'ai aussi des droits RRQ qui s'accumulent? Comment ça fonctionne? Non, en fait, les droits RRQ, il faut avoir un revenu qui dépasse le MGA, qui est environ de 55 000 $ pour avoir accès à la RRQ. Par contre, les droits que vous avez déjà accumulés vont rester. Donc, ça fait 20 ans que vous travaillez et puis que vous avez un revenu en salaire d'environ 45 000 $. Donc, 20 ans, qui est environ la moitié du maximum, en fait, pour avoir le maximum des rentes. Donc, on a estimé que vos rentes étaient environ à 50% du maximum pour ces raisons-là. Vous avez aussi mentionné qu'on devrait épargner dans la compagnie de gestion, justement, le gain d'impôt qu'on faisait sur la rémunération. Quand on arrive au décaissement à la retraite, la compagnie de gestion, qu'est-ce qui arrive avec? Est-ce qu'on le dissout? Parce que là, j'ai vu du REER, du CELI, et tout le monde enregistré, mais ma compagnie de gestion, qu'est-ce qu'il y en a? La compagnie de gestion, en fait, normalement, si on veut décaisser de celle-ci à la retraite, ça va être des dividendes ordinaires qui vont être versés. Par contre, la société de gestion, dans notre situation, on proposerait de ne pas la garder pour la retraite, mais vraiment l'utiliser, puisque dans vos objectifs, vous vouliez utiliser ce montant pour deux raisons, en fait. D'abord, c'était pour acquérir la deuxième clinique, donc on l'a utilisé pour ce montant-là. Et on l'a aussi utilisé pour l'achat du chalet. Donc, le montant qui était dans la société de gestion n'a pas servi à la retraite, mais normalement, si vous voulez l'utiliser de cette façon-là, ça pourrait être versé du dividende ordinaire. Le 25 000 qu'on épargnait, après ça, on arrête? Non, c'est ça, exactement. On l'épargne vraiment dans l'entreprise, et non plus dans la société de gestion. Okay. Au niveau des placements, vous me suggérez, mettons, 80% canadien, c'est-tu correct, ça, par rapport à la diversification? Pas l'aise avec ça. Mais selon votre profil d'investisseur qui est modéré dynamique, c'est qu'est-ce que l'UQPF recommande? Et vous? Et moi, dans le fond, moi, je pourrais vous dire tout qu'est-ce que je vous propose, mais qu'est-ce qui est vraiment important, c'est de suivre votre profil, parce que qu'est-ce que vous allez être le plus confortable en suivant les fluctuations du marché et les rendements qui le suivent. Une question par rapport au salaire du temps, pour moi, c'est le point d'aller, mais vous mettez des points pour. Est-ce qu'il y a des points contre, en fait, à me payer seulement en dividende, ou est-ce qu'il y a des points négatifs par rapport à ça? Oui, mais c'est sûr, en fait, que c'est payé seulement en dividende. On perd tous les avantages de direction et salaire, dont les cotisations, justement, au RRQ, qui est très important pour la retraite. Donc ça, c'est sûr que c'est un élément qui est à considérer. Mais il y a aussi l'élément, en fait, que le salaire, ça vient prendre les réductions directement à la source. Tandis que le dividende, on verse le salaire complet. Donc, la personne doit être vraiment responsable, en fait, et doit faire son épargne par elle-même. C'est pourquoi, dans la situation, on propose que vous épargniez dans l'entreprise directement. Donc, c'est un peu pour combler le fait que non, c'est pas pris à la source, mais on va juste plus le verser, donc ça va rester dans l'entreprise. Pour l'entreprise, est-ce que ça a un impact positif ou négatif pour la sanction? Qu'est-ce que ça change ou pas à l'intérieur de l'entreprise? Bien, c'est sûr que le salaire ne sera plus déduit donc, dans l'entreprise. Par contre, vous êtes encore sous le plafond des affaires, donc l'impact marginal est plus positif pour vous. Ça va être terminé pour la période de questions.